Bonjour à toutes et à tous, amis de l'histoire et curieux du dimanche. J'espère que vous êtes bien installés, peut-être avec une tasse de café ou de thé à portée de main, car aujourd'hui, on part pour un voyage absolument fascinant. Quand on évoque les premières grandes civilisations, on pense souvent à l'Égypte, à la Mésopotamie, à la Grèce ou à Rome, n'est-ce pas? On imagine des pyramides, des temples majestueux, des empereurs puissants. Mais aujourd'hui, je vous propose de déplacer notre regard, de traverser les continents, pour nous poser sur une région du monde souvent sous-estimée dans nos récits habituels, l'Asie du Sud-Est. Préparez-vous à plonger dans un univers de jungles luxuriantes, de mers étincelantes et de fleuves majestueux, où sont nées des villes d'une complexité et d'une splendeur insoupçonnées. Des cités qui étaient, il y a plus de 1000 ans, de véritables carrefours commerciaux, des centres spirituels et des merveilles d'ingénierie. On va parler de royaumes maritimes oubliés, de réseaux fluviaux millénaires et de temples gigantesques. Alors, laissez-moi vous raconter l'histoire de ces premières grandes villes d'Asie du Sud-Est. Ouvrez grand vos oreilles, car c'est une histoire pleine de découvertes, de mystères et de grandeur. Pour commencer notre exploration, il est important de comprendre le décor. L'Asie du Sud-Est, c'est une mosaïque de péninsules et de milliers d'îles, une région baignée par la mer, sillonnée par de grands fleuves comme le Mékong. C'est aussi une zone soumise aux moussons, ces vents saisonniers qui ont joué un rôle capital dans l'établissement des routes maritimes et dans l'agriculture, notamment la riziculture. Imaginez, il y a 2000 ans, des bateaux voguant sur les eaux bleues, poussés par ces vents, reliant l'Inde et la Chine. Ces marchands ne transportaient pas que des marchandises, ils étaient aussi porteurs d'idées, de religion et de savoir-faire. C'est dans ce creuset d'échanges que vont germer les premières formes d'urbanisation complexe. L'influence majeure viendra de l'Inde, un phénomène que les historiens appellent indianisation. Mais attention, il ne s'agit pas d'une colonisation. C'est plutôt une adoption et une adaptation sélective de modèles culturels, religieux, hindouisme puis bouddhisme, politiques et artistiques indiens par les populations locales, qui vont les réinterpréter à leur sauce. Et c'est au début de notre ère, vers le 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ, que les premières structures urbaines commencent à prendre forme. La plus ancienne que l'on connaisse, du moins celle qui nous a laissé le plus de traces tangibles, c'est celle de ** Funan ***. Funan, c'est un nom qui fait rêver, n'est-ce pas? On ne sait pas exactement où se situait son cœur, mais les archéologues s'accordent à dire qu'il se trouvait dans le delta du Mékong, dans l'actuel Vietnam et Cambodge. Son port principal, la ville des ***Okeo***, est une découverte archéologique majeure. Visualisez Okeo, ce n'était pas une ville construite en pierre imposante comme les Romains, mais une vaste agglomération traversée par un incroyable réseau de canaux. Oui, des canaux. Imaginez un peu. Des kilomètres de voies navigables qui servaient à la fois au transport des marchandises, à l'irrigation des rizières et à la gestion des crues. On y a retrouvé des vestiges de quais, d'entrepôts, de maisons en bois sur pilotis. C'était une ville fluviale et maritime, un véritable hub commercial. Les fouilles ont mis au jour des trésors d'artefacts. Des bijoux en or et en argent, des gemmes précieuses, de la poterie fine. Mais aussi des pièces de monnaie romaine, des sceaux perses, des statuettes indiennes. Cela prouve que Funan n'était pas un royaume isolé, mais un acteur majeur du commerce international, un maillon essentiel sur la route maritime de la soie, reliant l'Empire romain à la Chine, via l'Inde. Okeo était une ville cosmopolite, où se croisaient marchands, artisans, prêtres et navigateurs venus de tous horizons. C'est fascinant d'imaginer cette effervescence, ce brassage culturel au cœur d'une Asie du Sud-Est encore si mystérieuse. Malheureusement, le royaume de Funan et sa capitale Okeo déclinent vers le 6e siècle, peut-être à cause de changements climatiques, de l'ensablement des canaux ou de l'émergence de nouvelles puissances régionales. Mais leur héritage est immense, car ils ont posé les bases de l'urbanisation et du commerce maritime dans la région. Continuons notre périple, en remontant le temps un peu plus loin, pour découvrir un autre géant maritime, l'empire de Srivijaya ***. Si Funan était un pionnier, Srivijaya fut un maître incontesté des mers pendant près de 6 siècles, du 7e au 13e siècle. Srivijaya, c'était un empire thalassocratique, un empire qui fondait sa puissance sur le contrôle des mers. Son cœur se trouvait autour de Palembang, sur l'île de Sumatra, dans l'actuelle Indonésie. Leur secret? Ils contrôlaient les détroits stratégiques, comme le détroit de Malacca et le détroit de la Sonde, des passages obligés pour tous les navires marchands entre la Chine et l'Inde. Sans leur permission, personne ne passait.
Imaginez des navires imposants, chargés d'épices, de soie, de porcelaine, d'or et d'encens, qui devaient faire escale dans les ports de Srivijaya pour payer des taxes et s'approvisionner. Ce contrôle du commerce a apporté une richesse colossale à l'empire. Palembang, sa capitale, est décrite dans les textes chinois et arabes comme une ville florissante, un centre de savoir et un foyer du bouddhisme mahayana. En effet, Srivijaya n'était pas qu'un empire marchand, c'était aussi un centre bouddhiste de première importance. Des moines et des étudiants venaient de toute l'Asie pour étudier la doctrine du Bouddha à Palembang. Le grand pèlerin chinois Yi Jing, au 7e siècle, y a séjourné de longues années pour apprendre le sanskrit avant de poursuivre son voyage en Inde. Il décrit Palembang comme une ville riche, avec des palais, des monastères et une population nombreuse. Les habitants de Srivijaya étaient d'excellents marins et commerçants. Ils ont diffusé leur culture et leur influence bien au-delà de Sumatra, sur la péninsule malaise, à Java et même jusqu'à Bornéo. Mais, comme Funan, Srivijaya n'a pas laissé de ruines grandioses. Les villes étaient principalement construites en bois, sur pilotis, le long des fleuves et des côtes, ce qui les rendait vulnérables au temps et à la mer. Les vestiges archéologiques sont plus diffus, mais les textes historiques et la répartition des trésors maritimes nous parlent d'une puissance impressionnante. La grandeur de Srivijaya a lentement décliné, confrontée à de nouvelles puissances émergentes, comme le royaume javanais de Mataram et la concurrence commerciale. Mais son influence a marqué des siècles d'histoire maritime et religieuse en Asie du Sud-Est. Et maintenant, chers auditeurs, attachez vos ceintures, car nous allons nous diriger vers le joyau de la couronne, une des merveilles du monde antique, une cité qui dépasse l'imagination et continue de fasciner des millions de visiteurs. L'Empire Khmer et sa capitale, Angkor astérisque. Angkor, ce n'est pas juste un temple, c'est un complexe urbain gigantesque, la plus grande ville pré-industrielle au monde. Imaginez une métropole s'étendant sur des milliers de kilomètres carrés, capable d'abriter près d'1 million d'habitants à son apogée, entre le 9e et le 15e siècle, en plein cœur de la jungle cambodgienne. C'est colossal. Le premier indice de grandeur à Angkor, c'est sa relation avec l'eau. Les Khmers étaient des maîtres inégalés de l'ingénierie hydraulique. Ils ont construit un système complexe de réservoirs géants appelés barrets, de canaux et de digues pour capter l'eau des pluies de mousson, irriguer leurs vastes rizières pendant la saison sèche et aussi contrôler les inondations. C'est cette maîtrise de l'eau qui leur a permis de cultiver le riz en abondance, de nourrir une population immense et de financer l'édification de leurs temples. Au cœur de cette immense cité, s'élèvent les temples. Et quel temple? Le plus célèbre, bien sûr, c'est Angkor Wat astérisque. C'est le plus grand monument religieux du monde. Mais il y a aussi Angkor Thom astérisque et ses visages souriants du Bayon, le temple montagne de Prérup, le mystérieux Ta Prohm englouti par la jungle. Chaque roi Khmer voulait laisser sa marque, construire un temple plus grand, plus beau que le précédent, une montagne sacrée sur terre, dédiée aux dieux hindous, puis à Bouddha. Ces temples n'étaient pas de simples lieux de culte. Ils étaient le reflet de l'univers, la demeure des dieux et le centre du pouvoir royal. Les bas-reliefs qui ornent leurs murs racontent les épopées hindoues du Ramayana et du Mahabharata, mais aussi la vie quotidienne du royaume, les batailles, les processions royales. C'est une encyclopédie gravée dans la pierre. La grandeur d'Angkor repose sur plusieurs piliers. Une agriculture risicole extrêmement productive grâce à son système hydraulique, une administration centralisée et puissante, une forte spiritualité qui unifiait le peuple autour du culte du Devaraja, le roi-dieu, et un art architectural et sculptural d'une finesse et d'une ampleur inégalée. Les rois Khmer, comme Jayavarman II, qui a fondé l'empire, ou Suryavarman II, constructeur d'Angkor Wat, étaient des visionnaires. Ils ont su transformer la jungle en une civilisation florissante, créant un modèle urbain unique, adapté à son environnement tropical. Mais comme toutes les grandes civilisations, Angkor a connu son déclin. À partir du XIIIe siècle, plusieurs facteurs entrent en jeu. Des guerres incessantes avec les royaumes voisins, notamment le Siam, des changements climatiques qui ont perturbé le système hydraulique vital, une démographie trop importante pour les ressources disponibles, et peut-être aussi une perte de foi dans le culte du roi-dieu au profit d'un bouddhisme plus populaire. La capitale est progressivement abandonnée au profit de villes plus à l'est, et la jungle reprend ses droits, engloutissant lentement les temples pour des siècles. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le monde occidental redécouvre Angkor, ébahi par cette splendeur enfouie. C'est une leçon d'humilité et de grandeur, une preuve que la nature et le temps sont les maîtres ultimes.
Voilà, chers auditeurs, notre voyage touche à sa fin pour aujourd'hui. Nous avons parcouru les eaux de Funan, les détroits de Srivijaya et les cités de pierre d'Angkor. J'espère que cette exploration vous a permis de voir l'Asie du Sud-Est sous un nouveau jour, non plus seulement comme une terre de vacances paradisiaque, mais comme le berceau de civilisations complexes, innovantes et profondément originales. Ces premières grandes villes d'Asie du Sud-Est nous rappellent qu'il existe d'innombrables histoires à découvrir, bien au-delà des récits que nous connaissons par cœur. Elles nous montrent que l'ingéniosité humaine, la spiritualité et le besoin de se connecter au monde sont des constantes, quelle que soit la latitude. La prochaine fois que vous regarderez une carte du monde, j'espère que vous penserez à Okeo et ses canaux, à Palembang et ses marchands, à Angkor et ses temples défiant le temps. Des lieux où l'histoire a écrit des pages grandioses et inoubliables. Merci d'avoir été avec moi pour cette immersion dans le passé. Prenez soin de vous, restez curieux, et à très bientôt pour un nouveau voyage avec l'Historien du Dimanche.